Salut à tous! Allez, on se lance dans une petite synthèse sur un grand classique du bac, comment l'État peut-il intervenir dans l'économie? On va décortiquer ensemble tous les points essentiels, tout ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour de l'épreuve. C'est parti, cette question, c'est vraiment le cœur du réacteur de tout un chapitre du programme. Alors on va la prendre étape par étape pour que tout devienne super clair. Voilà notre plan de match. 5 étapes pour tout comprendre. D'abord, on pose les bases, le rôle de l'État. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il intervient? Avec quels outils? Comment l'Europe vient mettre son grain de sel? Et on finira par un morceau super important, le lien entre l'État et la justice sociale. Accrochez-vous, on y va. Première partie, donc, le rôle et l'intervention de l'État. Pour bien commencer, il faut être au clair sur les définitions. C'est vraiment le socle de tout ce qui va suivre. Alors voilà la grande distinction à connaître par cœur. D'un côté, on a l'État gendarme, lui, son rôle est minimal. Il est là pour faire respecter les règles du jeu, un peu comme un arbitre. Police, justice, défense, et c'est à peu près tout. Et de l'autre, on a l'État-providence, qui s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale. Lui, il ne se contente pas d'arbitrer, il entre sur le terrain pour protéger les citoyens des risques de la vie et pour essayer de corriger les inégalités. Cet État-providence, il a 3 grandes missions. Un trio qu'on doit à l'économiste Richard Musgrave. C'est super utile à retenir. Première fonction, la stabilisation. Le but, c'est d'éviter que l'économie fasse les montagnes russes, avec des crises à répétition. Deuxième fonction, l'allocation. L'État produit des choses que le marché ne ferait pas spontanément, comme des écoles publiques ou des hôpitaux. Et enfin, troisième fonction, la redistribution, pour essayer de réduire l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Attention, point de vigilance absolu pour le bac. Ne jamais, au grand jamais, confondre le déficit et la dette. Pour faire simple, imaginez une baignoire. Le déficit, c'est le robinet qui coule cette année. La dette, c'est toute l'eau qui est déjà dans la baignoire, accumulée au fil des ans. Chaque année de déficit, c'est le robinet qui coule et qui fait monter le niveau de la dette. C'est une erreur classique, alors ancrez bien cette image dans votre tête. On passe à la deuxième partie. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'État-providence, une question se pose. Mais au fond, pourquoi a-t-on besoin de lui? La réponse tient en une expression clé, les défaillances de marché. L'idée, c'est que le marché, si on le laisse faire tout seul, il a des bugs, il ne fonctionne pas toujours parfaitement. Il y a des situations où ça coince. En voici 4 à mémoriser. Les asymétries d'information, la concurrence imparfaite, pensez au monopole par exemple, les externalités et les biens publics. Quand un de ces problèmes survient, eh bien le marché a besoin d'un coup de main de l'État pour que ça fonctionne mieux. Faisons un petit zoom sur l'exemple le plus célèbre de défaillance de marché, l'externalité. C'est un mot un peu barbare pour dire que l'action d'une personne ou d'une entreprise a des conséquences, positives ou négatives, sur les autres sans qu'il y ait de transaction monétaire, sans qu'il y ait de facture à la fin. L'exemple classique, c'est la pollution. Une usine qui pollue une rivière, ça a un impact négatif sur les pêcheurs ou les riverains. C'est un coût pour la société. Mais si on laisse faire le marché, l'usine, elle, ne paie pas pour ce coût. C'est là que l'État va intervenir, par exemple avec une taxe carbone ou le principe du pollueur-payeur. En faisant ça, il force l'entreprise à intégrer ce coût dans ses calculs. On dit qu'il internalise l'externalité. Troisième partie, on a vu le pourquoi de l'intervention, passons maintenant au comment. Concrètement, c'est quoi la boîte à outils de l'État pour agir sur l'économie? Il y a 2 grands leviers à bien distinguer. D'un côté, la politique budgétaire. Là, c'est le gouvernement qui est à la manœuvre. Il peut jouer sur 2 tableaux, les dépenses publiques et les impôts. De l'autre côté, on a la politique monétaire. Et là, attention, ce n'est plus le gouvernement, c'est la banque centrale qui pilote. Et son arme principale, c'est le coût de l'argent, autrement dit les taux d'intérêt. L'outil numéro 1 de la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle le taux directeur. C'est le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. C'est un peu le prix de gros de l'argent. Et par effet domino, si ce taux monte, tous les autres crédits dans l'économie, pour acheter une maison, une voiture ou pour qu'une entreprise investisse, vont aussi devenir plus chers. Et pour que ça soit bien concret, regardez ce chiffre, 4,5%. C'était le taux directeur de la Banque centrale européenne à la fin de l'année 2023. C'est un niveau très élevé par rapport à ce qu'on a connu. L'objectif derrière tout ça, lutter contre l'inflation. En rendant le crédit plus cher, on freine la consommation et l'investissement. C'est un vrai coup de frein sur l'activité économique. Quatrième partie. Et là, attention, c'est un point super important à comprendre. Aujourd'hui, l'État français n'agit pas tout seul dans son coin. Son action est très encadrée par son appartenance à l'Union européenne. On parle de souveraineté partagée. La répartition des tâches est assez claire. Pour tous les pays de la zone euro, la politique monétaire est décidée à Francfort par la Banque centrale européenne. C'est une compétence exclusive, les États n'ont plus leur mot à dire.
Pareil pour les grandes règles de la concurrence, qui sont gérées par la Commission européenne. En fait, le principal levier qui reste au niveau national, c'est la politique budgétaire. Mais même là, il y a des règles à respecter. Et voici ces fameuses règles du jeu. C'est le pacte de stabilité et de croissance. Il y a 2 chiffres magiques à retenir, on les entend tout le temps dans l'actualité. Le déficit public d'un pays ne doit pas dépasser 3% de sa richesse produite en un an, le PIB, et sa dette publique totale doit rester sous la barre des 60% du PIB. Ces règles limitent donc pas mal la marge de manœuvre des gouvernements en matière de dépenses. On arrive à notre dernière partie, et pas la moindre. Elle est vraiment au cœur de la mission de l'État-providence, son rôle pour la justice sociale, qui passe principalement par la redistribution. Attention, quand on parle de redistribution, il y a en fait 2 logiques. La plus connue, c'est la redistribution verticale. On prend de l'argent aux plus riches via les impôts pour le donner aux plus pauvres via les aides sociales. Mais il y a aussi la redistribution horizontale. Et c'est là, elle nous concerne tous. Elle nous protège collectivement contre les risques de la vie, la maladie, le chômage, la vieillesse. C'est tout le principe de la sécurité sociale. Pour faire fonctionner cette protection sociale, notre système repose sur 2 piliers, 2 logiques différentes. D'abord, une logique d'assurance. Je cotise quand je travaille, ce qui m'ouvre des droits pour plus tard. C'est le cas des retraites ou des allocations chômage. Ensuite, il y a une logique d'assistance. Là, c'est la solidarité nationale qui joue pour aider ceux qui sont dans le besoin sans condition de cotisation préalable. L'exemple type, c'est le RSA. Alors la grande question, est-ce que tout ce système est efficace ? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et ils sont assez spectaculaires. Avant l'intervention de l'État, avant les impôts et les prestations sociales, les 10% les plus riches en France gagnent 18 fois plus que les 10% les plus pauvres. L'écart est gigantesque. Mais après la redistribution, cet écart est divisé par plus de 5. Il tombe à 3,3. C'est la preuve la plus nette de la puissance de notre modèle social pour réduire les inégalités. Et on termine avec la question qui fâche, parfaite pour une ouverture en conclusion d'une copie du bac. Face au vieillissement de la population, qui signifie plus de retraités et plus de dépenses de santé, et avec des crises économiques à répétition, est-ce que notre modèle de protection sociale est encore finançable sur le long terme ? C'est le grand débat qui va occuper les prochaines années. Voilà, on a fait le tour des points essentiels. Bon courage pour les révisions et bonne chance pour le bac.